Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Donc ce soir, je vous propose de repartir à l'aventure avec Robinson Crusoe, donc de l'auteur Daniel Defoe. Donc je vous rappelle que Robinson Crusoe est tiré normalement d'une histoire vraie, l'histoire du marin écossais Alexander Selkirk qui survécut 4 ans sur une île déserte. Je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, ainsi que sur Facebook, Voyage au bout de la nuit, tout simplement. Nous allons donc passer à la lecture. En un mot, la nature et l'expérience m'apprirent, après mûre réflexion, que toutes les bonnes choses de l'univers ne sont bonnes pour nous que suivant l'usage que nous en faisons, et qu'on n'en jouit qu'autant qu'on s'en sert ou qu'on les amasse pour les donner aux autres, et pas plus. Le ladre le plus rapace de ce monde aurait été guéri de son vice de convoitise s'il se fût trouvé à ma place, car je possédais infiniment plus qu'il ne m'était loisible de dépenser. Je n'avais rien à désirer, si ce n'est quelques babioles qui me manquaient et qui pourtant m'auraient été d'une grande utilité. J'avais, comme je l'ai déjà consigné, une petite somme de monnaie, tant en or qu'en argent, environ 36 livres sterling. Hélas, cette triste vilainie restait là inutile. Je n'en avais que faire, et je pensais souvent en moi-même que j'en en donnerais volontiers une poignée pour quelques pipes à tabac ou un moulin à bras pour moudre mon blé, voire même que je donnerais le tout pour 6 pennies, de semences de navets et de carottes d'Angleterre, ou pour une poignée de pois et de fèves, et une bouteille d'encre. En ma situation, je n'en pouvais tirer ni avantage ni bénéfice. Cela restait là, dans un tiroir. Cela, pendant la saison pluvieuse, se moisissait à l'humidité de ma grotte. J'aurais eu ce tiroir plein de diamants, que c'eût été la même chose. Et ils n'auraient pas eu plus de valeur pour moi à cause de leur inutilité. J'avais alors amené mon état de vie à être en soi beaucoup plus heureux qu'il ne l'avait été premièrement, et beaucoup plus heureux pour mon esprit et pour mon corps. Souvent, je m'asseyais pour mon repas avec reconnaissance. Et j'admirais la main de la divine providence qui m'avait ainsi dressé une table dans le désert. Je m'étudiais à regarder plutôt le côté brillant de ma condition que le côté sombre, et à considérer ce dont je jouissais plutôt que ce dont je manquais. Cela me donnait quelquefois de secrètes consolations ineffables. J'appuie ici sur ce fait pour le bien inculqué dans l'esprit de ces gens mécontents qui ne peuvent jouir confortablement des biens que Dieu leur a donnés, parce qu'ils tournent leur regard et leur convoitise vers des choses qui ne leur a point départi. Tous nos tourments sur ce qui nous manque me semblent procéder du défaut de gratitude pour ce que nous avons. Une autre réflexion m'était d'un grand usage, et sans doute serait de même pour quiconque tomberait dans une détresse semblable à la mienne. Je comparais ma condition présente à celle à laquelle je m'étais premièrement attendue, voire même avec ce qu'elle aurait été nécessairement été. Si la bonne providence de Dieu n'avait merveilleusement ordonné que le navire fût drossé près du rivage, d'où non seulement j'avais pu l'atteindre, mais où j'avais pu transporter tout ce que j'en avais tiré pour mon soulagement et mon bien-être, et sans quoi j'aurais manqué d'outils pour travailler, d'armes pour ma défense, et de poudre et de plomb pour me procurer de la nourriture. Je passais des heures entières, je pouvais dire des jours entiers, à me représenter sous la plus vive couleur ce qu'il aurait fallu que je fisse, si je n'avais rien sauvé du navire. À me représenter que j'aurais pu ne rien attraper pour ma subsistance, et si ce n'est quelques poissons et quelques tortues, et toutefois comme il s'était écoulé un temps assez long avant que j'en eusse rencontré que nécessairement j'aurais dû périr tout d'abord, ou que si je n'avais pas péri, j'aurais dû vivre comme un vrai sauvage. Enfin, à me représenter que si j'avais tué une chèvre ou un oiseau par quelque stratagème, je n'aurais pu le dépecer ou l'ouvrir, l'écorcher, le vider ou le découper, mais qu'il m'aurait fallu le ronger avec mes dents et le déchirer avec mes griffes comme une bête.
Ces réflexions me rendaient très sensible à la bonté de la Providence envers moi et très reconnaissant de ma condition présente, malgré toutes ces misères et toutes ces disgrâces. Je dois aussi recommander ce passage aux réflexions de ceux qui sont sujets à dire dans leur infortune. Est-il une affliction semblable à la mienne ? Qu'ils considèrent combien est pire le sort de tant de gens et combien le leur aurait pu être pire si la Providence l'avait jugé convenable. Je faisais encore une autre réflexion qui m'aidait aussi à repaître mon âme d'espérance. Je comparais ma condition présente avec celle que j'avais méritée et que j'avais droit d'attendre de la justice divine. J'avais mené une vie mauvaise, entièrement dépouillée de toute connaissance et de toute crainte de Dieu. J'avais été bien éduquée par mon père et ma mère, ni l'un ni l'autre n'avait manqué de m'inspirer de bonne heure un religieux respect de Dieu, le sentiment de mes devoirs et de ce que la nature et ma faim demandaient. De moi, mais hélas, tombé bientôt dans la vie de marin, de toutes les vies la plus dénuée de la crainte de Dieu, quoi qu'elle soit, souvent face à face avec ses terreurs, tombé, dis-je, de bonheur dans la vie et dans la société de marins. Tout le peu de religion que j'avais conservé avait été étouffé par les dérisions de mes camarades, par un endurcissement et un mépris des dangers, par la vue de la mort, devenue habituelle pour moi, par mon absence de toute occasion de m'entretenir si ce n'était avec mes pareils ou d'entendre quelque chose qui fût profitable ou qui tendît au bien. J'étais alors si dépourvue de tout ce qui est bien, du moindre sentiment de ce que j'étais ou devais être, que dans les plus grandes faveurs dont j'avais joui, telles que ma fuite de Salé, l'accueil du capitaine portugais, le succès de ma plantation au Brésil, la réception de ma cargaison d'Angleterre, je n'avais pas eu une seule fois ces mots. Merci, ô mon Dieu. Ni dans le cœur, ni dans la bouche. Dans mes plus grandes détresses, je n'avais seulement songé à l'implorer ou à lui dire « Seigneur, aie pitié de moi ». Je ne prononçais le nom de Dieu que pour jurer et blasphémer. J'eus en mon esprit de terribles réflexions durant quelques mois, comme je l'ai déjà remarqué, sur l'endurcissement et l'impiété de ma vie passée. Et quand je songeais à moi et considérais quelle providence particulière avait pris soin de moi depuis mon arrivée dans l'île et combien Dieu m'avait traité généreusement, non seulement en me punissant, moins que ne le méritait mon iniquité, mais encore en pourvoyant si abondamment à ma subsistance, je concevais alors l'espoir que mon repentir était accepté et que je n'avais pas encore lassé la miséricorde de Dieu. J'accoutumais mon esprit non seulement à la résignation aux volontés de Dieu dans les dispositions des circonstances présentes, mais encore à une sincère gratitude de mon sort par ces sérieuses réflexions que moi, qui étais encore vivant, je ne devais pas me plaindre, puisque je n'avais pas reçu le juste châtiment de mes péchés, que je jouissais de bien des faveurs que je n'aurais pu raisonnablement espérer en ce lieu, que bien loin de murmurer contre ma condition, je devais en être fort aise et rendre grâce chaque jour du pain quotidien qui n'avait pu m'être envoyé que par une suite de prodiges, que je devais considérer que j'avais été nourrie par un miracle aussi grand que celui d'Élie, nourrie par les corbeaux, voire même par une longue série de miracles, enfin que je pourrais à peine dans les parties inhabitées du monde, nommer un lieu où j'eusse pu être jetée plus à mon avantage, une place où, comme celle-ci, j'eusse été privée de toute société, ce qui d'un côté faisait mon affliction, mais où aussi je n'eusse trouvé ni bête féroce, ni loup, ni tigre furieux pour menacer ma vie, ni venimeuse, ni vénéneuse créature dont j'eusse pu manger pour ma perte, ni sauvage pour me massacrer et me dévorer. En un mot, si d'un côté ma vie était une vie d'affliction, de l'autre c'était une vie de miséricorde. Et il ne me manquait pour en faire une vie de bien-être que le sentiment de la bonté de Dieu et du soin qu'il prenait en cette solitude d'être ma consolation de chaque jour. Puis ensuite je faisais une juste récapitulation de toutes ces choses. Je secouais mon âme et je n'étais plus mélancolique. Il y avait déjà si longtemps que j'étais dans l'île, que bien des choses
que j'y avais apporté pour mon soulagement étaient ou entièrement finis ou très usés et proches d'être consommés. Mon encre, comme je l'ai dit plus haut, tirait à sa fin depuis quelque temps. Il ne m'en restait que très peu, que de temps à autre, j'augmentais avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle devint si pâle qu'à peine laissait-elle quelques apparences de noir sur le papier. Tant qu'elle dura, j'en fis usage pour noter les jours du mois où quelque chose de remarquable m'arrivait. Ce mémorial du temps passé me faisait ressouvenir qu'il y avait un étrange rapport de date entre les divers événements qui m'étaient advenus et que si j'avais eu quelque penchant superstitieux à observer des jours heureux et malheureux, j'aurais eu lieu de le considérer avec un grand sentiment de curiosité. D'abord, je l'avais remarqué. Le même jour où je rompis avec mon père et mes parents et m'enfuis à Hull pour m'embarquer, ce même jour, dans la suite, je fus pris par le corsaire de Salé et fait esclave. Le même jour de l'année où j'échappais du naufrage dans la rade de Yarmouth, ce même jour, dans la suite, je m'échappais de Salé dans un bateau. Le même jour où je naquis, c'est-à-dire le 30 septembre, le même jour, ma vie fut sauvée 26 ans après, lorsque je fus jeté sur mon île. Ainsi, ma vie coupable et ma vie solitaire ont commencé, toutes deux, le même jour. La première chose consommée après mon encre fut le pain. Je veux dire le biscuit que j'avais tiré du navire. Je l'avais ménagé avec une extrême réserve, ne m'allouant qu'une seule galette par jour durant à peu près une année. Néanmoins, je fus un an entier sans pain, avant que d'avoir du blé de mon cru. Et grande raison j'avais d'être reconnaissant d'en avoir, sa venue étant, comme on l'a vu, presque miraculeuse. Mes habits aussi commençaient à s'user. Quant au linge, je n'en avais plus depuis longtemps, excepté quelques chemises rayées que j'avais trouvées dans les coffres des matelots et que je conservais soigneusement parce que souvent je ne pouvais endurer d'autres vêtements qu'une chemise. Ce fut une excellente chose pour moi que j'en eusse environ 3 douzaines parmi les hardes des marins du navire, où se trouvaient aussi quelques grosses houppelandes de matelots que je laissais en réserve parce qu'il était trop chaud pour les porter. Bien qu'il est vrai, les chaleurs fussent si violentes que je n'avais pas besoin d'habits. Cependant, je ne pouvais aller entièrement nue, et quand bien même que je l'eusse voulu, ce qui n'était pas, quoique je fusse tout seul, je n'en pouvais seulement supporter la pensée. La raison pour laquelle je ne pouvais aller tout à fait nue, c'est que l'ardeur du soleil m'était plus insupportable quand j'étais ainsi que lorsque j'avais quelques vêtements. La grande chaleur me faisait même souvent venir des ampoules sur la peau. Mais quand je portais une chemise, le vent l'agitait et soufflait par-dessous, et je me trouvais doublement au frais. Je ne pus pas davantage m'accoutumer à aller au soleil sans un bonnet ou un chapeau. Ces rayons d'ardent, si violemment, dans ces climats, qu'en tombant d'aplomb sur ma tête, ils me donnaient immédiatement des migraines, qui se dissipaient aussitôt que je m'étais couvert. À ces fins, je commençai de songer à mettre un peu d'ordre dans les quelques haillons que j'appelais des vêtements. J'avais usé toutes mes vestes, il me fallait alors essayer à me fabriquer des jaquettes avec de grandes houppelandes et les autres effets semblables que je pouvais avoir. Je me mis donc à faire le métier de tailleur, ou plutôt de ravaudeur, car je faisais de la piteuse besogne. Néanmoins, je vins à bout de bâtir 2 ou 3 cassaques, dont j'espérais me servir longtemps. Quant aux caleçons ou aux de chausses, je les fis d'une façon vraiment pitoyable. J'ai noté que je conservais les peaux de tous les animaux que je tuais. Des bêtes à 4 pattes, veux-je dire. Comme je les étendais au soleil sur des bâtons, quelques-unes étaient devenues si sèches et si dures qu'elles n'étaient bonnes à rien. Mais d'autres me furent réellement très profitables. La première chose que je fis de ces peaux fut un grand bonnet avec le poil tourné en dehors pour rejeter la pluie. Et je m'en acquittai si bien qu'aussitôt après j'entrepris un habillement tout entier, c'est-à-dire une casaque et des hauts de chausses ouvertes aux genoux. Le tout fort lâche, car ces vêtements devaient me servir plutôt contre la chaleur que contre le froid. Je dois avouer qu'il était très méchamment fait.
Si j'étais mauvais charpentier, j'étais encore plus mauvais tailleur. Néanmoins, ils me furent d'un fort bon usage, et quand j'étais en course, s'il venait à pleuvoir, le poil de ma casaque et de mon bonnet étant extérieur, j'étais parfaitement garantie. J'employais ensuite beaucoup de temps et de peine à me fabriquer un parasol, dont véritablement j'avais grand besoin et grande envie. J'en avais vu faire un au Brésil, où ils sont d'une très grande utilité dans les chaleurs excessives et qui s'y font sentir. Et celle que je ressentais en mon île était pour le moins tout aussi forte, puisqu'elle est plus proche de l'équateur. En somme, fort souvent obligée d'aller au loin, c'était pour moi une excellente chose par les pluies comme par les chaleurs. Je pris une peine infinie et je fus extrêmement longtemps sans rien pouvoir faire qui y ressemblât. Après même que j'eus pensé avoir atteint mon but, j'en gâtai 2 ou 3 avant d'en trouver à ma fantaisie. Enfin, j'en façonnai un qui y répondait assez bien. La principale difficulté fut de le rendre fermant, car si j'eusse pu l'étendre et n'eusse pu le ployer, il m'aurait fallu le porter au-dessus de ma tête, ce qui eût été impraticable. Enfin, ainsi que je le disais, j'en fis un qui m'agréait assez. Je le couvris de peau. Le poil en dehors, je sors, de sorte qu'il rejetait la pluie comme un auvent, et repoussait si bien le soleil que je pouvais marcher dans le temps le plus chaud, avec plus d'agrément que je ne le faisais auparavant, dans le temps le plus frais aussi. Quand je n'en avais pas besoin, je le fermais, je le portais sous mon bras. Je vivais ainsi très confortablement. Mon esprit s'était calmé en se résignant à la volonté de Dieu et je m'abandonnais entièrement aux dispositions de sa providence. Cela rendait même ma vie meilleure que la vie sociale. Car lorsque je venais à regretter le manque de conversation, je me disais converser ainsi mutuellement avec mes propres pensées et avec mon Créateur lui-même par mes élancements et mes prières, n'est-ce pas bien préférable à la plus grande jouissance de la société des hommes? Je ne saurais dire qu'après ceci, durant 5 années, rien d'extraordinaire me soit advenu. Ma vie suivit le même cours dans la même situation et dans les mêmes lieux qu'auparavant, outre la culture annuelle de mon orge et de mon riz et la récolte de mes raisins. Je gardais de l'un et de l'autre toujours assez pour avoir devant moi une provision d'1 an. Outre ce travail annuel, dis-je, et mes sorties journalières avec mon fusil, j'eus une occupation principale, la construction d'une pirogue, qu'enfin je terminai. Et que, par un canal que je creusais large de 6 pieds et profond de 4, j'amenai dans la crique, éloigné d'un demi-mille environ. Pour la première fois, si démesurément grande que j'avais entreprise sans considérer d'abord, comme je l'eusse dû faire, si je pourrais la mettre à flot. Me trouvant toujours dans l'impossibilité de l'amener jusqu'à l'eau ou d'amener l'eau jusqu'à elle, je fus obligée de la laisser où elle était, comme un commémoratif, pour m'enseigner à être plus sage la prochaine fois. De fait, cette prochaine fois, bien que je n'eusse pu trouver un arbre convenable, bien qu'il fût dans un lieu où je ne pouvais conduire l'eau, et comme je l'ai dit, à une distance d'environ un demi-mille, ne voyant point la chose impraticable, je ne voulus point l'abandonner. Je fus à peu près 2 ans à ce travail, dont je me plaignais jamais, soutenu par l'espérance d'avoir une barque et de pouvoir enfin gagner la haute mer. Cependant, quand ma petite pirogue fut terminée, sa dimension ne répondit point du tout au dessein que j'avais eu en vue en entreprenant la première, c'est-à-dire de gagner la terre ferme éloignée d'environ 40 milles. La petitesse de mon embarcation aida donc à mettre fin à ce projet, et je n'y pensais plus, mais je résolus de faire le tour de l'île. J'étais allé sur un seul point de l'autre côté, en prenant la traverse dans les terres, ainsi que je l'ai déjà narré, et les découvertes que j'avais faites en ce voyage m'avaient rendu très curieux de voir les autres parties des côtes. Comme alors rien ne s'y opposait, je ne songeais plus qu'à faire cette reconnaissance. Dans ce dessin, et pour que je puisse opérer plus sûrement et plus régulièrement, j'adaptai un petit mât à ma pirogue, et je fis une voile de quelques pièces de celle du navire, mise en magasin, et que j'avais en grande quantité par devers moi.
Ayant ajusté mon mât et ma voile, je fis l'essai de ma barque et je trouvai qu'elle cinglait très bien. À ces deux extrémités, je construis alors de petites équipées et de petits coffres pour enfermer mes provisions, mes munitions et les garantir de la pluie et des éclaboussures de la mer. Puis je creusai une longue cachette où pouvait tenir mon mousquet et je la recouvris d'un abattant pour la garantir de toute humidité. À la poupe, je plaçai mon parasol fiché dans une carlingue, comme un mât, pour me défendre de l'ardeur du soleil et me servir de tendelet. Équipé de la sorte, je faisais de temps en temps une promenade sur mer, mais je n'allais pas loin, et je ne m'éloignais pas de la crique. Enfin, impatient de connaître la circonférence de mon petit royaume, je me décidai à faire ce voyage, et j'avitaillai ma pirogue en conséquence. J'y embarquai 2 douzaines de mes pains d'orge, que je devrais plutôt appeler des gâteaux. Un pot de terre rempli de riz sec, dont je faisais une grande consommation, une petite bouteille de rhum, une moitié de chèvre, de la poudre et du plomb pour m'en procurer davantage, et 2 grandes houppelandes, de celles dont j'ai déjà fait mention et que j'avais trouvées dans les coffres des matelots. Je les pris l'une pour me coucher dessus et l'autre pour me couvrir pendant la nuit. Voilà, c'est ainsi que se termine notre lecture, en tout cas pour le moment. J'espère que vous allez rester sur la chaîne pour voir écouter plutôt ma prochaine lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #EVBN ou Voyage au bout de la nuit pour Facebook. À très bientôt.